Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 19. Grand 1. La page 136 du livre explique la mise en œuvre de la loi de séparation de l'Église et de l'État en décembre 1905. On a vu en 1906 des royalistes qui s'opposeront violemment aux huissiers devant l'église Sainte-Clotilde. Le gouvernement en place enverra l'armée où des parents mourront. Georges Clemenceau différera l'inventaire des églises pour éviter un autre bain de sang. La diminution de l'église du clergé se ressent déjà. Grand 2. Comme la gauche n'a pas toujours été qu'un courant politique anti-français traditionnel, mais qu'elle y a participé, on remarquera que la CGT lancera un mot d'ordre aux ouvriers des mines qui avaient subi les coups de grisou, ou le coup de grisou. La journée de 8 heures s'appliquera à partir de là. Les revendications ouvrières activent le pouvoir en place, qui, crispé, opposera la police et l'armée aux fauteurs de troubles. Grand 3. Suite à ces revendications ouvrières, on verra même aux alentours de l'année 1907 le Languedoc viticole en état de demi-sécession. Comme la collusion entre les milieux affairistes et la gauche républicaine était fortement présente, on verra même le secrétaire général de la CGT emprisonné par des républicains socialistes. Ou alors, fallait-il calmer une contestation quelconque? On se pose la question. Grand 4. On apprend qu'une retraite pour les morts est instituée. Elle donnera 400 francs par an, après 30 ans de cotisation ouvrière et paysanne. Les cheminots aussi se mirent en grève, avec Aristide Briand qui les menacera de tribunal militaire. Rien que ça. Et l'UIMM devient la première grande organisation patronale d'ampleur nationale. Grand 5. Robert Pinault sera l'un des premiers grands lobbyistes professionnels en France. Il utilisera son lobbyisme pour obtenir des choses en France, comme l'obligation d'acheter du matériel ferroviaire français ou encore les emprunts russes. Le nationalisme entrera lui dans une phase de mutation, pendant que les milieux affairistes mettent au point des moyens de compenser les divisions partisanes. Et plein d'autres choses encore que je vous laisserai approfondir dans la grande synthèse. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Suite de la sociale. De Clemenceau à Briand, ou le bloc des gauches fracturé. La page 135 et la page 136, dans son premier grand paragraphe, parlent de la réintégration d'Alfred Dreyfus, qui fut décoré de la Légion d'honneur, puis promu commandant, mais aussi de Georges Clemenceau, qui confia un ministère de la guerre à Georges Picquart. Ce qu'on apprend dans la suite de la page 136, c'est la mise en œuvre de la loi de séparation, en fait de l'Église de l'État, en décembre 1905. Ce passage de l'histoire de France fut plus ou moins dur pour les catholiques. Par exemple, à Paris, le 1er février 1906, des royalistes s'opposèrent violemment aux huissiers devant l'église Sainte-Clotilde. Plusieurs autres affrontements nécessiteront par exemple l'envoi de l'armée, où des pères de famille mourront dans des affrontements, et à la suite de cela, le ministre Georges Clemenceau, qui connaissait la procédure pour référencer les biens de l'église, c'est-à-dire un inventaire, le différera pour éviter d'autres morts. Mais d'ailleurs,
je le dis moi aussi. Mais l'auteur note bien dans un tout petit paragraphe à la fin de la page 136 que la politique de défense républicaine se poursuit aussi à travers les concessions faites au monde ouvrier. Nous étions là, et comme nous l'avons déjà dit d'ailleurs dans le livre, et l'auteur l'a très bien remarqué dans une diminution du clergé, de l'Église, dans ces États. C'est la loi du 13 juillet 1906 qui institue le dimanche jour de repos obligatoire pour les salariés. On vit à la page 137, au milieu dans un petit paragraphe, que dès le printemps 1906, la logique d'union des républicains contre la réaction s'était heurtée à une logique d'affrontement entre gouvernants et ouvriers. La CGT lancera un mot d'ordre à partir du 1er mai concernant des travailleurs ouvriers, en provenance des mines, où le ou les coups de grisou avaient secoué une ville du Nord-Pas-de-Calais. La journée de 8 heures s'appliquera à partir de là. Et c'est pas moins de 450 000 salariés qui devront 8,5 millions de jours de grève, et qui feront pencher la balance pour la journée de 8 heures que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc, voilà, en fait, c'est ce genre de gauche que l'on veut. Pas celle d'aujourd'hui, qui est dans un fatras de tout et n'importe quoi, et qui agrège de la déstabilisation dans ce qui était précédemment stable. Il faut savoir que ce sont les périodes de chaos qui permettent aux ennemis externes à la France, et à ses biens, ses avoirs qu'elle a acquis durant un millénaire, qui permet l'implémentation par des signaux faibles, à moyen de nouvelles idéologies que ces mêmes ennemis extérieurs pourront aisément manipuler. C'est de l'entrisme, hein. Le résultat, aujourd'hui, montre bien le particularisme de la France, où nous avons des personnes au visage européen ou de descendance intra-européenne qui préfèrent faire de la préférence externe plutôt que nationale. C'est une sorte de suicide plus ou moins collectif, et pour comprendre une partie de ce changement, je vous invite à lire le livre de Kluskar sur le capitalisme de la séduction, qui est une piste à explorer. Reprenons. La page 138 parle de l'émancipation des ouvriers par leurs actions directes. Des responsables de la CGT se démarquaient de ce qu'on appelle la SFIO, qui privilégiait la conquête politique du pouvoir par les élections, la propagande et par l'éducation des citoyens. Face aux revendications ouvrières, le pouvoir se crispa d'emblée, opposant systématiquement la police et l'armée aux fauteurs de troubles. Ça, c'est typiquement pour éviter qu'on s'en prenne à lui directement. On vit même aux alentours de 1907 le Languedoc viticole en état de semi-sécession. Il faut savoir que le secrétaire général de la CGT fut emprisonné un certain temps par des républicains socialistes. Et il est assez drôle de voir que la CGT, qui est aussi de nature socialiste, parce que bon, c'est assez faite notamment pour les ouvriers, se voit être diminuée dans sa liberté d'agir par des républicains socialistes. À mon avis, si on se réfère au livre, sans lire la suite, on peut, je pense, deviner que le milieu affairiste a plus d'influence qu'on le laisse bien le faire paraître. À mon avis. La page 139 parle du remplacement de Georges Clemenceau par Aristide Briand, mais aussi de la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes qui donnait 400 francs par an après 30 ans de cotisation, et qui était surnommée « retraite pour les morts ». Qu'est-ce qu'on apprend d'autre aussi? Qu'une grève générale des cheminots eut lieu avec pour objectif de bloquer l'économie du pays. Et c'est Aristide Briand qui les menaça même de tribunal militaire. Bien plus zarnu à l'époque, quand même. Le reste de la page 139 parle des tziganes et aussi des expositions universelles, commerciales et coloniales de la France. Faut pas oublier que l'administration coloniale s'est composée et s'est faite sous la République de gauche libérale. La collusion des milieux affairistes et de ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Voilà. Ce qui s'est développé aujourd'hui, au final. Ça s'est développé pendant un certain temps et c'est devenu cette gauche d'aujourd'hui, qui fait du colonialisme inversé maintenant. La page 140, elle, nous présente l'Union comme étant la première grande organisation patronale d'ampleur nationale, dotée d'un gros budget et d'employés permanents et administrée par Robert Pinault, acronyme du IMM. On apprend à la page 141, dans le très grand paragraphe du milieu de la page, que l'homme précité, du nom de Robert Pinault, fut le premier grand lobbyiste professionnel en France. Il choisira pour défendre les intérêts des patrons de l'UIMM de mener une action non pas partisane, mais technique et d'expertise. Ce lobbyisme pro-France, en tout cas d'apparence, fut utilisé pour obtenir de bien belles choses pour notre pays.
comme les emprunts russes, à partir de 1904, à l'obligation d'acheter du matériel ferroviaire français, ou encore de la journée de 8 heures dans les mines. Pour conclure, l'auteur dira que, pendant que les milieux d'affaires mettaient au point des moyens de compenser les divisions partisanes des républicains modérés, le nationalisme entrait, lui, dans une phase de mutation. Voilà. Vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et quant à moi, je vous dis à une prochaine ou à demain, et encore une fois, à bientôt sur mes lectures. Et n'oubliez pas de lire.